Monsieur le juge, Georges Fenech, je vous appelle monsieur le juge parce que je vous ai connu juge d'instruction à Lyon et vous m'avez aidé d'ailleurs à comprendre notamment le problème des sectes à l'époque. Et aujourd'hui, bien que vous avez 20 ans de député aussi, je vous appelle toujours monsieur le juge. Alors, je vous consulte parce que je voudrais votre analyse, votre opinion à partir de 2 faits divers. Un fait divers qui implique une petite fille de 13 ans que sa mère va laisser mourir de faim et qui a été condamnée à perpétuité d'ailleurs par la cour d'assises. Et puis le deuxième fait divers de ce week-end, le week-end dernier, qui implique deux garçons, deux jeunes gens, l'un de 17 ans et l'autre de 14 ans, qui vont tuer un de leurs camarades de 14 ans aussi, pour essayer de lui soustraire son téléphone, son iPhone. Il le tue pour s'approprier justement cet objet. Alors, dans ces 2 faits divers, heu, j'ai le sentiment, mais vous allez peut-être rectifier justement, l'analyse que j'en tire moi, c'est que j'ai la forte impression que l'aide à l'enfance ou que les systèmes sociaux qui doivent suivre de toute façon les recommandations des juges ont été défaillants. Quelle est votre analyse et votre opinion? Je comprends votre question. On va procéder distinctement. D'abord, pour ce qui concerne la mort horrible de cette adolescente de 13 ans, Amandine, qui est morte des suites des privations de soins, d'aliments. Elle pesait plus que 28 kilos pour 1,55 m, était enfermée dans un placard et qui a été pendant des années soumise à des mauvais traitements, à des coups, à toutes sortes de privations. Que s'est-il passé? Comment se fait-il, c'est votre question, que personne n'ait rien vu? Oui, parce que Voilà. l'école où elle était a signalé justement Ouais. qu'elle maigrissait de manière Bien absolument sûr, imprévisible. bien sûr. Alors, il faut bien rappeler une chose. Tout citoyen, quel qu'il soit, quelle que soit sa fonction, a l'obligation de signaler des mauvais traitements à mineurs. Cette obligation, elle se traduit par une infraction, si on ne le fait pas, qui est punie de 3 ans d'emprisonnement. Et j'ajoute que les professionnels, que ce soit de santé, de l'éducation, des services sociaux, sont déliés du secret professionnel et ils doivent signaler ce qu'ils apprennent à cet égard. Donc c'est une obligation pour chacun d'entre eux. Or, dans l'affaire d'Amandine, on ne peut pas vraiment reprocher à l'éducation nationale de ne pas avoir réagi puisqu'ils se sont rendus compte Oui. et qu'ils ont fait 2 signalements en 2011 et 2012 au parquet. Ils ont fait des signalements sur ces mauvais traitements qu'ils pouvaient constater. Ils voyaient par exemple que cette adolescente qui était donc plus jeune à cette époque-là se précipitait dans la poubelle pour essayer de trouver un peu de nourriture, ou alors était taciturne, elle avait des traces. Ils avaient bien vu qu'il y avait un problème. Ils ont fait 2 signalements qui n'ont pas été, qui ont été classés sans suite par le parquet. Donc mon interrogation, c'est pourquoi ont-ils été classés sans suite? Donc, vous voyez, c'est pas tellement là, dans cette affaire en particulier, la défaillance des services médicaux, sociaux ou éducatifs, c'est la défaillance, de mon point de vue, de la justice qui n'a pas traité comme elle aurait dû le faire, pris suffisamment au sérieux ces signalements. Pour quelle raison, je n'en sais rien. Je ne connais pas le dossier. Ça n'a pas été vraiment éclairci à l'audience de la cour d'assises. Mais ça pose cette question. Comment sont traités ces types d'informations? Et je pense qu'on ne peut pas en rester là. Il va falloir véritablement réagir à ce dysfonctionnement, hein. On a besoin de réponses, en tout cas. On a besoin de réponses de la justice. Mais maintenant que cette affaire a été jugée, est-ce qu'il peut y avoir des prolongations par rapport justement à la curiosité qu'on peut légitimement avoir, du fait Moi, je que l'espère. l'école signale et rien ne suit derrière? Mais moi, je pense que la famille, je pense à la famille, c'est-à-dire aux frères et sœurs, etc., puisque là, la mère et le père, Le beau-père. le beau-père ont été condamnés. C'est le père de la petite fille justement d'Amandine qui semble-t-il n'avait pas accès à sa Que fille. ce soit d'ailleurs la famille, mais la société en général, nous tous, on a besoin de savoir
comment la justice a traité ce cas en particulier. Elle était enfermée Voilà. dans un cagibi. Bien sûr, c'est révoltant de savoir que l'autorité judiciaire était informée, qu'elle n'a pas pris les mesures adaptées. S'agit-il d'une erreur d'appréciation? S'agit-il tout simplement d'un dysfonctionnement? Je m'en occupe pas, faut pas, c'est possible, hein. Mais dans tous les cas de figure, moi je demande une chose, c'est qu'il y ait une inspection des services judiciaires. Pourquoi ces signalements ont été classés? Pas pour accuser ou faire condamner qui que ce soit, mais pour éviter que ça se renouvelle et prendre les mesures nécessaires, adaptées, des modifications éventuellement de fonctionnement de ces signalements pour qu'ils soient véritablement pris en compte et jamais classés sans suite de cette façon-là, quoi. La deuxième affaire, elle est, je trouve, assez aussi caractéristique des négligences. Parce que voilà, 2 jeunes garçons, 14 ans et 17 ans, connus pour vol, connus pour agression. Heu, on sait que la justice a interdit qu'ils se fréquentent. Or, ils sont inséparables, ils continuent d'être inséparables. Sont-ils suivis? Sont-ils, surveillés? J'imagine, à partir du moment où il y a décision de justice. Et ils agressent un jeune homme de 14 ans pour lui soustraire son téléphone et ils le tuent d'un coup de couteau. Que faisaient ces deux jeunes de 17 et 16 ans en liberté? C'est la question. 17 et 14 ans. Non, 16 ans, je crois. Ils sont tous les deux, ils sont plus. Que faisaient-ils en liberté? Ils avaient été interpellés, ils devaient être jugés. L'audience avait été reportée au mois de juin pour déjà des violences avec armes et couteaux. Que faisaient-ils en Oui. liberté? Pourquoi la justice des mineurs ne les a pas placés dans un centre éducatif fermé? Pourquoi avoir pris ce risque de les Alors pourquoi? relâcher? C'est la question que je pose. Pourquoi? Vous dites, est-ce que les services s'en sont occupés, etc. Mais ils avaient rien à faire dehors. D'ailleurs, s'ils étaient dans un centre éducatif, Elias serait toujours en vie. Donc, il y a manifestement une défaillance gravissime dans cette affaire que vous retrouvez régulièrement. Parce que si je vous fais la liste de tous ces pauvres Yuri, Thomas, Nicolas, Adrien, Eman, etc., qui sont morts dans ces conditions-là. On les oublie parce qu'il y en a tellement, les uns chassent l'autre. Là, c'est la série qui continue. Il faut arrêter. Il faut donc que la justice prenne à bras le corps cette délinquance des mineurs. Il faut donc des réformes urgentes. Et il y a un projet actuellement. M. Attal, au moment de quitter le gouvernement, avait un projet qui va être discuté aujourd'hui même. C'est vraiment le hasard. Il faut des comparutions immédiates pour ces mineurs dangereux, ceux qui se promènent avec des armes et qui menacent. Il faut des centres éducatifs fermés. Il y en a 53 en France de CEF. Il n'y en a même pas un par département. Ce sont des petites structures de 10, 12. Il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus. Voire d'emprisonnement, détention provisoire. Les établissements pour mineurs, ça existe. Voyez-vous. Donc, il faut des comparutions immédiates. Il faut des courtes peines. Les courtes peines, c'est très important, parce que le mineur prend tout à coup conscience qu'il a fait quelque chose de grave. Si vous le relâchez, vous dites, bon ben voilà, ils sont interdits de se retrouver. D'abord, c'est une fumisterie, parce qu'ils habitaient dans les mêmes ensembles. Ils habitaient, c'était voisins, l'immeuble, les familles. Donc ils ne pouvaient pas ne pas se rencontrer. Ils habitaient dans le même quartier. Est-ce qu'il y a des établissements qui sont adaptés à ces courtes peines? Mais il y a des établissements qui s'appellent des EPM, les établissements pour mineurs. Je crois qu'il y a environ aujourd'hui autour de 800 mineurs qui sont actuellement dans ces établissements. Ce sont des prisons, hein. Ce sont des prisons, mais séparées des prisons des adultes, hein. Vous voyez, il n'y a pas de contagiosité entre les deux. Ce sont des établissements pour mineurs où il y a un travail, d'abord la sanction, privation de liberté, et en même temps un travail éducatif qui se fait à l'intérieur de ces établissements. Je crois qu'il y a à peu près, je vous dis, 800 mineurs qui sont dans ces établissements actuellement, dont 50%, ça c'est important de le dire aussi, ce sont des MMA, des MNA, des mineurs non accompagnés, donc des mineurs étrangers qui passent la frontière, qui se retrouvent à commettre des infractions en France, au territoire national. Donc, on ne pourra pas continuer comme ça. Moi, j'ai besoin, en tant que citoyen, aujourd'hui, c'est pour ça que je réclame une commission d'enquête parlementaire.
Moi, je me souviens de la commission d'enquête parlementaire d'Outreau à laquelle j'ai appartenu, où on a mis en évidence les dysfonctionnements du système inquisitoire français. Ça, c'est un dysfonctionnement du traitement de la délinquance des mineurs, de plus en plus grave, de plus en plus jeune. Et donc, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé là. Pourquoi le juge ne les a pas placés dans un centre éducatif fermé? C'était une question de moyens? C'est simplement une question idéologique? Je ne veux pas. J'ai besoin de comprendre. Et souvenez-vous, la commission d'enquête du Sénat sur le trafic de stupéfiants, vous savez qu'elle est en train d'aboutir à une loi qui va être discutée aujourd'hui même d'ailleurs au Sénat, une loi formidable, création d'un parquet national anti-criminalité, anti-drogue. Il faut une commission d'enquête sur la question des mineurs, parce qu'on ne pourra pas continuer comme ça. Il faut que les juges et les procureurs soient appelés à s'expliquer devant la représentation nationale. Ils rendent la justice au nom du peuple français. On a besoin de savoir. Est-ce que c'est un problème idéologique? Est-ce que c'est un problème de texte de loi qu'il faut réformer? Est-ce que c'est un problème de moyens? C'est probablement un ensemble de tout ça. Mais Georges Fenech, on a le droit de savoir, bien sûr. Ça me rappelle quelque chose, ça. Oui, Le droit de savoir. mais les commissions d'enquête se multiplient et on a l'impression que ça n'avance pas. Et je ne veux pas accabler les magistrats parce que je sais qu'ils sont souvent très mal équipés, très mal appuyés. Il faut le reconnaître. Et de juger à l'emporte-pièce comme on le fait parfois, nous les journalistes, par rapport aux magistrats, on a tort. Pour qui connaît Bien sûr. les conditions dans lesquelles travaillent les magistrats, elles sont déplorables. Et d'ailleurs, souvenez-vous, les magistrats de Marseille, qui avaient été auditionnés par la commission d'enquête du Sénat, qui avaient dit leur vérité. On est en train de perdre la guerre contre le trafic, ce qui leur avait valu d'ailleurs une remontrance totalement inacceptable du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Mais c'est pour vous dire que la commission d'enquête, elle n'est pas là pour condamner ou accuser, elle est là pour comprendre. Oui. Voyez-vous, c'est pour ça que je dis, voilà. Maintenant, pour être plus complet quand même sur votre question, il y a aussi un manque de moyens, notamment de ce qu'on appelle les SPIP, hein, les services de prévention et d'insertion, les agents éducatifs, les agents de probation, c'est une pénurie. Il en faudrait beaucoup plus. Donc, quand un juge, effectivement, désigne un agent de probation pour suivre ces mineurs, l'agent de probation va se retrouver avec 200 à 300 dossiers à lui tout seul. Donc, comment voulez-vous qu'il fasse? C'est ça qu'il faut savoir. Mais bien sûr, il y a un manque de moyens au niveau, effectivement, du suivi des décisions qui sont prises par les juges, c'est évident. Tout cela a besoin d'être clarifié au grand jour. C'est l'intérêt, non seulement pour éviter des victimes, mais ces jeunes qui sont là, maintenant, leur vie aussi est bousillée. Ils vont passer des années en prison. Les familles sont éclatées de tous les côtés. Voyez-vous? Donc, on ne protège pas ces mineurs en voie de délinquance en leur donnant quitus, en les relâchant, en ne les surveillant pas. C'est comme ça que la récidive se produit. Merci, monsieur le juge. À très bientôt parce que malheureusement, l'actualité ne cesse de fournir des éléments d'information qu'on essaie de décortiquer, décrypter et de les comprendre. À votre disposition, toujours un plaisir.